Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'introduire cette conférence pour le Laboratoire de la République, l'hémicycle étudiant et la Fabrique de l'État, mais aussi de vous retrouver ce soir pour ce débat qui s'annonce particulièrement intéressant. Comment penser le retour de la région Alsace? C'est autour de cette question que nous allons échanger. Vous le savez, nombreux sont les territoires qui revendiquent davantage d'autonomie. La Corse, la Bretagne, mais aussi et surtout l'Alsace. Mais qu'est-ce qui motive ces revendications? Si elles peuvent s'inscrire dans un rejet par rapport à un pouvoir considéré comme trop éloigné des réalités locales, les motivations tiennent aussi à des racines culturelles. C'est le cas pour ce territoire, l'Alsace, où l'histoire, à travers ses conflits, a façonné une identité locale forte. Ce sont donc aussi ces éléments qui motivent les habitants de ce territoire à revendiquer plus d'autonomie pour avoir la main sur certaines compétences. Or, comment garantir l'égalité lorsque les disparités sur le territoire apparaissent si nombreuses? Les dernières réformes de l'organisation territoriale témoignent d'une volonté de changer de paradigme. C'est ainsi qu'en 2015, la loi NOTRe ambitionne de dynamiser l'action régionale en fusionnant les régions, les réduisant ainsi au nombre de 13. De cette même manière, la loi 3DS de 2022 entend simplifier les dispositifs de différenciation au sein des collectivités. Par ailleurs, l'existence de la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, depuis le 1er janvier 2021, montre que l'on ne cherche plus l'égalité territoriale au sens strict du terme. L'idée est que chaque territoire dispose de caractéristiques propres et qu'il faut donner les moyens aux collectivités de s'adapter à ce territoire. Dès lors, qu'en est-il de la cohésion du territoire français? Comment éviter sa fragmentation? Pour explorer ce sujet, nous avons ce soir deux éminents intervenants dont les parcours et les expertises promettent une discussion riche et contrastée. Tout d'abord, Benjamin Morel, vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Panthéon-Assas, mais aussi secrétaire général du Laboratoire de la République, organisation au sein de laquelle vous êtes responsable de la commission République indivisible. Vous êtes un expert des questions institutionnelles et un défenseur acharné de l'unité républicaine et de la cohérence du cadre national. Votre analyse rigoureuse, fondée sur une connaissance approfondie du droit public, sera essentielle pour comprendre les défis que pose une éventuelle réforme de notre organisation territoriale. Nous avons également l'honneur de recevoir Frédéric Bierry, président de la CEA, acteur engagé de la politique locale. Vous incarnez, monsieur, la voix des territoires. Vous portez une vision pragmatique, nourrie par une expérience de terrain forte. Le débat sera suivi par les éclairages de deux jurés, dont les perspectives enrichiront notre réflexion. Jean-Philippe Hatzenhofer, universitaire de renom en Alsace, fervent défenseur de la dissolution du Grand Est. Ça, oui. Cette fois, on est d'accord. Pour redonner cohérence et lisibilité à l'organisation territoriale de notre pays. Michel Silling, universitaire et administrateur national de l'association EGAL, qui milite pour la promotion des valeurs humanistes et laïques de notre République. À travers votre engagement, vous rappelez l'importance de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Nous comptons également sur vous, chers membres du public, pour poser vos questions à nos intervenants à la fin de cette discussion. Votre participation sera essentielle pour enrichir cet échange et nourrir un dialogue constructif. Je vous remercie. Passons sans plus attendre au débat, que nous espérons aussi inspirant qu'éclairant. Bonne soirée à tous. Merci Erwan pour ces mots. Messieurs, chers publics, je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet. Pour cela, nous proposons à chacun de nos invités de présenter un élément de leur réflexion, et cependant 5 minutes chacun. Messieurs, vous avez carte blanche. C'est votre tribune. L'un de vous souhaite-t-il commencer? Non, vous êtes les jus. C'est celui qui a fait le chemin le plus long. Donc, Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette invitation à Strasbourg dans le cadre de ce débat sur un sujet qui
nous occupe déjà depuis plusieurs années et avec lequel nous avons déjà eu l'occasion de croiser le fleuret, discuter avec Monsieur le Président, mais c'est à chaque fois une discussion qui est une discussion de fond, intéressante et très républicaine. Pour ça, je le remercie également d'avoir accepté, tout comme moi, ce débat devant vous ce soir. Pour commencer, parce que ça a été évoqué précédemment, soyons clairs sur un constat qui, je crois, va être partagé avec Monsieur le Président. La loi NOTRe est une idiotie. L'idée que l'Alsace existe comme entité et que cette entité renvoie à une histoire, une culture, un espace compris et connu, c'est quelque chose qui, pour moi, ne fait absolument aucun doute. Le débat de ce soir, c'est un débat pour ou contre l'Alsace. L'Alsace, ça existe, l'Alsace, ça doit exister, et la région Alsace avait non seulement toute sa pertinence, mais elle avait également une profonde légitimité. Le problème est d'avoir voulu construire des monstres. Le Grand Est, ça a la taille d'un État européen. La Nouvelle-Aquitaine, si on regarde de l'autre côté de la France, a la taille de l'Autriche. L'Autriche qui est un État fédéral. Donc, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Mais malgré tout, on a cette idée un peu techno qui a germé dans l'esprit de techno et qui a fait qu'on a des régions horriblement techno. Et ça, évidemment, a peu de sens et je suis pour ma part pour qu'on revienne là-dessus parce que si on veut un cadre territorial stable et pérenne, on a besoin d'avoir aujourd'hui des collectivités à taille humaine. Parfait. Le projet, Ça s'arrêtera là. et ce sur quoi nous serons probablement en désaccord, c'est que je crois qu'en revanche, à la fois l'égalité républicaine, l'indivisibilité de la République, la stabilité du pays et la force des collectivités vient du fait que nous ayons une décentralisation qui soit cohérente et qui soit en la matière ce que l'on appelle symétrique. Vous savez, quand on prend et quand on regarde un petit peu comme universitaire les modèles de décentralisation qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas en Europe, on parle beaucoup de fédéralisme, État unitaire. En fait, ça a peu de sens parce que vous avez des États fédéraux qui sont plus centralisés que certains États unitaires. L'Autriche est plus centralisée que l'Espagne, par exemple. Le fédéralisme n'est pas vraiment caractéristique d'un degré de décentralisation. En fait, vous avez des modèles stables. Et ces modèles stables, l'Allemagne, l'Autriche, etc., ce sont des modèles qui vont être des modèles symétriques, dans lesquels, quelle que soit la région dans laquelle je me trouve, j'utilise région comme terme générique, la région a les mêmes compétences. Elle a le même statut. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord une lisibilité démocratique. Or, on y reviendra peut-être, mais la décentralisation, c'est quoi? La décentralisation, souvent, on me dit c'est l'efficacité des politiques publiques. Je veux bien le croire, mais aucune étude internationale ne le prouve. La décentralisation, c'est bien plus fort que ça. La décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Et pour démocratiser les politiques publiques, je dois savoir évaluer un bilan et un projet. Et pour ça, il faut que j'ai une organisation cohérente, que tout citoyen peut comprendre. Ce qui signifie une forme de symétrie entre les compétences. Et l'autre élément, ça signifie que vous ayez également une pérennité de ces compétences. Autrement dit, il faut arrêter de faire une loi de décentralisation tous les 3 ans. Il faut réellement penser ce que l'on veut décentraliser et on pourra avoir ce débat, mais on peut plus décentraliser, mais il faut que ce soit pérenne. L'autre élément, et je m'arrêterai là-dessus, et c'est un point qui peut-être nous séparera, moi je suis auvergnat. Et je ne trouve pas qu'il soit plus honteux d'être auvergnat que d'être alsacien. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas nous-mêmes un statut qui soit un statut d'Auvergne? Et pourquoi l'Alsace, ce serait moins bien que la Corse? Et pourquoi la Bretagne, ce serait moins bien que la Corse? Si jamais on rentre dans une logique asymétrique, et ça on le voit dans les États européens, je rentre dans une forme de surenchère. Des moments où je lis d'un côté un statut et de l'autre une identité, je dis deux choses. Soit j'ai un statut moindre que celui du voisin, auquel cas mon identité est moins bien reconnue, et ça personne n'a envie d'entendre. Soit j'ai un statut qui est égal à celui du voisin, et comme je sais que je peux avoir un statut supérieur, à ce moment-là, je veux que mon identité soit mieux connue, mieux affirmée, et donc je demande un statut différent.
Et cette course à l'échalote sur laquelle on reviendra peut-être, on la voit dans à peu près tous les pays européens. Je sais que les Alsaciens sont républicains. Et je sais qu'on peut être alsacien et profondément français. Je sais qu'on peut être alsacien attaché à sa région et profondément attaché à la République. Ce que je sais également, c'est que partout en Europe, il n'y a aucune exception. Quand on part dans un jeu de décentralisation asymétrique, quand on dit tu as une identité donc tu as un meilleur statut, on a une machine qui s'emballe, une sorte de boîte de Pandore, qu'on ne sait jamais plus arrêter, qu'on regrette après d'avoir ouverte et qu'on n'est plus capable d'arrêter. Et donc, je comprends la volonté de revenir à une région Alsace, je la partage et je la défends. Mais en revanche, dire nous voulons un statut à part, nous voulons un statut particulier, c'est à mon avis assumer ensuite des conséquences qui ne sont pas celles que vous voulez et qui pourtant nécessairement, et là c'est le regard du chercheur un petit peu extérieur, finissent toujours par arriver. Vous avez pu constater que déjà on a quelques points en commun avec M. Morel. C'est vrai que j'ai beaucoup de bonheur à débattre avec lui il y a quelques mois sur la chaîne parlementaire. Je crois que là où on est profondément d'accord, c'est sur la nécessité de démocratiser les politiques publiques. Et c'est tout le sens de l'action que nous avons souhaité mener, à la fois avec beaucoup d'acteurs, et certains sont présents dans la salle, et à la collectivité européenne d'Alsace, avec bien sûr les élus largement majoritairement qui la composent. Comment faire un virage démocratique territorial? Ça me semble fondamental parce que on voit bien nos concitoyens n'ont plus confiance dans la démocratie. Ils sont de plus en plus nombreux à s'abstenir de voter, ou quand ils vont voter, à se diriger vers les votes extrêmes. Je crois que 69% des Français ne font plus confiance aux acteurs publics pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et aujourd'hui, à mes yeux, la démocratie est menacée. Donc dans l'organisation des territoires, dans la décentralisation que nous pouvons appeler de nos voeux, pour moi, la première priorité, c'est d'écouter nos concitoyens, ce qu'ils attendent. C'est ce que nous avons fait avec la collectivité européenne d'Alsace, en faisant 80 jours à la rencontre des habitants, en faisant la grande consultation qui a généré quand même plus de 154 000 personnes qui se sont exprimées, et à 92% de cette expression, ils ont sollicité le souhait que l'Alsace redevienne une région à part entière. Moi, je pense que c'est ça qui est d'abord fondamental. C'est de faire le lien avec nos habitants et qu'on puisse les écouter, parce que si on veut que les gens se réintéressent à la politique et à la démocratie, il faut que le concitoyen retrouve une capacité d'influence. Je m'explique. Quand j'ai fait mon tour de 80 jours à l'encontre des Alsaciens il y a 3 ans, j'ai été voir des jeunes côté alsacien, mais j'ai aussi vu des jeunes suisses. J'ai demandé aux jeunes Alsaciens s'ils avaient été votés quelques mois avant aux élections régionales et départementales. Une large majorité d'entre eux me disaient non, on n'a pas été votés. Et je dis pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas qui fait quoi, on ne se sent pas compétent du coup pour choisir, et on se dit que de toute façon, notre voix ne va pas compter. Et j'ai interrogé les jeunes Suisses en parallèle. Et les jeunes Suisses m'ont dit, je leur ai demandé, vous allez voter? Ils m'ont dit oui. Et j'ai dit, pourquoi vous allez voter? Parce qu'on sait que notre vote va compter. Et que si nous prenons une décision dans un sens, le canton et l'État, la Confédération suisse, va suivre l'avis qui va sortir des votes. Et encore récemment, la ville de Moutier, qui faisait partie du canton de Berne, a exprimé son souhait d'être rattaché au canton du Jura suisse, et à plus, je crois, 60% c'est le choix. Et donc ensuite, le canton et les cantons et l'État, la Confédération, doivent mettre en œuvre la volonté des habitants. Aujourd'hui, je pense que si on veut retrouver un souffle démocratique, il faut absolument qu'on laisse la place aux concitoyens pour qu'ils puissent choisir le périmètre qui correspond à sa vie. Et si on veut que nos concitoyens s'impliquent, il faut qu'ils se sentent appartenir à un territoire. Parce que
les gens aujourd'hui, j'ai interrogé, j'ai pas souvent des gens qui m'ont dit qu'ils se sentaient grand-estiens ou grand-estois. Par contre, quand je demande s'ils se sentent alsaciens, une large majorité d'entre eux disent qu'ils le sont. Et je pense que si on veut que nos concitoyens s'impliquent, et face à tous les enjeux de la société, on ne pourra pas réussir à les relever sans une implication plus forte du concitoyen. Donc je pense déjà dans l'écoute démocratique, dans le partage d'une vision, je pense qu'on a la capacité de redonner un supplément d'âme à la démocratie. Et je pense que ça, c'est un premier point qu'il faut prendre en considération. Nous, ce qu'on propose, c'est ça, collectivité unique, un centre de compétences, région, département à l'échelle Alsace. D'abord, c'est simple à réaliser. Il y a la loi du 19 avril 2021 qui permet des différenciations. On est dans l'article 72 de la Constitution, on respecte la République, et puis il y a déjà eu des collectivités à statut particulier. Nous, on est une collectivité à statut particulier de fait, mais pas de droit à ce stade. Mais quand je regarde Paris, le fait que ce soit une collectivité à statut particulier, la métropole lyonnaise, un statut particulier, ça n'a pas, la Corse, ça n'a pas impacté aujourd'hui l'unité de la nation et ça n'a pas mis en difficulté notre nation. Et aujourd'hui, notre collectivité sert la République au quotidien. Et puis, aujourd'hui, il faut aussi des périmètres et des organisations qui soient simples à comprendre pour nos concitoyens. Si vous demandez à nos concitoyens qui est en capacité aujourd'hui de faire la différence des compétences entre les départements et les régions, je peux vous dire qu'il y a peu de nos concitoyens qui sont capables de le faire, même parmi les maires dans le quotidien, ce n'est pas toujours évident. Donc il faut une organisation qui soit simple à comprendre pour nos concitoyens. Il faut que ce soit proche des gens, plus efficace aussi pour nos concitoyens, une action publique à hauteur d'homme. Parce que c'est l'action publique qui a une connaissance fine des besoins des habitants, avec une démarche de bottom-up, partir des réalités du terrain pour ensuite construire la politique publique. Et puis, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, mais il y a une attente de nos concitoyens qu'on réduise le millefeuille institutionnel. Et là, aujourd'hui, on est sur une organisation qui pourrait atteindre cet objectif. Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour avoir une approche globale à 360 degrés des politiques publiques. Aujourd'hui, on peut s'occuper des conséquences du RSA, mais pas des causes du RSA, parce qu'on n'a pas le droit de s'occuper d'économie, de formation et de mobilité, transport collectif. Par exemple, la Cour des comptes a relevé cette incohérence dans la pratique des politiques publiques, et donc dans l'enchevêtrement des compétences, on perd en efficacité de l'action publique. La fusion, par exemple, des deux collectivités départementales, orinoises et barinoises, qu'est-ce que ça a permis, et que même au niveau de la dépense administrative. Et on a réussi à réduire de 12 millions la dépense administrative par an. Et parce qu'il y a la bonne dépense publique, celle qui sert la vie des gens, la dynamique des territoires, et la dépense publique administrative qui n'apporte aucune valeur ajoutée, et celle-là, il faut essayer de la réduire dans un contexte budgétaire où notre pays est complètement exsangue. Et je peux vous dire que si aujourd'hui on fusionne les départements-régions, c'est plus d'une trentaine de millions par an que nous pourrions largement économiser pour, du coup, avoir plus de moyens à consacrer aux politiques publiques qui ont du sens. Ce serait à la fois baisse du nombre d'élus, baisse des dépenses administratives, moins de temps perdu en déplacement, coût environnemental moindre et ciblage précis des politiques publiques. Et puis, je sais que une dernière phrase, on ne créera pas à travers cette démarche de précédent. Finalement, c'est pas un big bang territorial qu'on compte, c'est déplacer un trait sur une carte. Donc je pense que ça ne va pas mettre en cause l'unité de la nation si on déplace un trait sur une carte. Et je pense qu'on pourrait, comme l'Alsace l'a toujours été, territoire de décentralisation expérimentale qui profite ensuite à la France. Vous aurez évidemment l'occasion de revenir sur chacune des questions dans le développement, mais pour l'instant, il faudra répondre par oui ou par non. Très bien. Messieurs, êtes-vous prêts? C'est facile celle-là. Non. La France peut devenir fédérale. Il faut être rapide. En même temps, allez-y. Vos demi-points. Non pour ma part. Oui. Politiser l'identité locale, c'est la fin du roman national. Non. Correct la question. Politiser l'identité locale,
c'est la fin du roman national. Oui. Le roman national, pardon. Mais c'est lui, enfin. Les partis autonomistes sont dangereux. Oui. Non. Et les partis indépendantistes sont dangereux. Oui. Je ne suis pas pour l'indépendance de l'Alsace. La région Grand Est est plutôt la région grotesque. J'ai même récupéré un petit... Il faut répondre par oui. Oui. Monsieur. La loi neutre n'était-elle pas plutôt la leur au gouvernement? Oui. Oui. Déconstruire un État forgé par des siècles de centralisation, c'est possible. Oui. Le préfet a trop de pouvoir. Non. Je disais peut-être au micro. Les Alsaciens sont plus régionalistes que les Corses. Non. Non, je crois pas. La création de la CEA méprise le vote des Haut-Rhinois. Non. Ah oui. De fait. La cohésion nationale est aujourd'hui menacée. Oui. Pas que par ça. Oui, mais pas par ça. La CEA a besoin de plus de compétences. Oui. La CEA, non. Ah, voilà. La décentralisation peut réduire les inégalités territoriales. Oui. Là, c'est compliqué. Ça dépend. Ah non, c'est oui ou non. Ah, c'est ni oui ni non, là, parce que ça dépend les conditions. L'Europe favorise l'émergence de revendications autonomistes. Non, en fait. Elle le peut. Dans certains cas. Oui. La décentralisation favorise le développement économique. Oui. Pareil, ça dépend. Il faut supprimer un échelon de collectivité. Oui. Bien, la prochaine fois, nous ferons cela avec le public. Je crois que je devrais. Très bien. Eh bien, enfin, messieurs, selon vous, comment penser un retour de la région Alsace? La parole est à vous. Bah, vous l'avez déjà esquissé. Ben, en fait, on a essayé de franchir un certain nombre d'étapes pour que l'Alsace redevienne une région parlementaire. Il y a d'abord eu la création de la collectivité européenne d'Alsace. Aujourd'hui, ça paraît évident de donner deux conseils départementaux, mais enfin, on est quand même les seuls quasiment à l'avoir réalisé. Mais pour nous, pour moi en tout cas en tant que président, ça a toujours été une étape vers le retour d'une région Alsace. Il fallait d'abord que l'Alsace retrouve une identité à son périmètre. C'était le sens de cette fusion. Mais ensuite, pour nous, ça a été de défendre la possibilité d'aller plus loin. Et donc, pour cela, il fallait montrer d'abord qu'on est capable de fusionner deux départements. Et il fallait avoir l'avis de la population, parce qu'on est les seuls à avoir fait une grande consultation à cette échelle-là, et ça donne du poids à nos démarches. Et je le vois dans la défense de cette idée auprès des parlementaires, auprès des gouvernements successifs. Ça nous a donné une véritable légitimité à demander aujourd'hui une organisation à cette échelle-là. Pour autant, je pensais voir l'ex-ancien Premier ministre au mois de janvier pour justement de ces questions-là, parce que, si vous voulez, c'est à chaque fois la démarche, c'est d'aller échanger avec les parlementaires, de créer du lien avec les parlementaires qui bien évidemment vont voter la loi. C'est aussi essayer d'avoir un soutien d'abord du président de la République, ensuite des différents ministres successifs concernés par le sujet, pour qu'ils prennent conscience de l'attente des Alsaciens et de la façon dont on imagine l'organisation. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a structuré, on a un projet, on a une vision, on l'a partagé avec les habitants, et c'est ça qui, je
donne la force à notre démarche. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'une décentralisation, et nous, on peut être un laboratoire de la décentralisation, on peut expérimenter une décentralisation qui a du sens. C'est ce qu'on défend à Paris, avec y compris les associations qui nous soutiennent, le monde économique aussi. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui relaient cette attente au niveau national. Aujourd'hui, il y a deux hypothèses. Il y a une loi Alsace 2 qui pourrait permettre de légitimer cette demande, et qui pourrait, au titre de la loi du 19 avril 2021, pouvoir expérimenter. Puis il y a une autre option de dire on fait une démarche plus large, plus générale. Est-ce que c'est le conseiller territorial? Est-ce que c'est une autre façon de faire des choses, mais qui pourrait aboutir à peu près au même résultat? Ça, ce sont les pistes aujourd'hui qui sont creusées. Je crois qu'on a tous les deux, dans nos propos introductifs, un petit peu répondu à votre question, c'est-à-dire que la question, en fait, c'est celle du modèle territorial. Est-ce qu'on est dans un modèle territorial qui est un modèle territorial qui se pense de manière, encore une fois, je reviens à cette dichotomie parce qu'elle m'apparaît première, qui se pense de manière asymétrique. C'est la démarche que, dans votre première option, vous semblez poser. Auquel cas, on a un problème qui va être un problème de pourquoi l'Alsace et pourquoi pas ailleurs. Et le problème, il est là, fondamentalement. Parce que tout territoire peut avoir des velléités de disposer d'un statut particulier. Et là, ça devient extrêmement compliqué à gérer. On pourrait y revenir, mais pour des raisons de politique publique, de construction des politiques publiques, d'organisation de l'État, d'organisation de la décentralisation, également démocratique. Parce que si jamais je ne sais pas ce que fait la collectivité ici par rapport à ce que fait la collectivité d'à côté, il faut un sacré niveau d'information pour parvenir à comprendre le pourquoi du comment du bilan. J'ai donné pendant quelques années un cours de droit des collectivités en M2 à la Sorbonne, et je me souviens, je disais toujours à mes étudiants en début d'année, alors vous allez connaître à la fin de l'année, si vous suivez, les compétences et l'action des collectivités territoriales, et donc vous serez des citoyens heureux parce que vous saurez pourquoi vous votez lors des élections locales. Mais profitez-en pas parce qu'on a une loi de décentralisation en moyenne tous les 3 ans, et donc ça ne va pas durer. Et là on se rejoint, c'est-à-dire que comment arriver, pour vous parler des Suisses, comment arriver à mobiliser une population lorsque le modèle territorial est à ce point complexe que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprécier les conséquences de votre vote. Je me souviendrai toujours, on avait fait faire un sondage justement qui montrait ça par l'IFOP en 2020. Et Jacqueline Gouraud, à l'époque ministre des collectivités territoriales, est invitée sur Public Sénat, là où nous sommes une première fois rencontrés. Et sur Public Sénat, on lui met le sondage, on dit, mais elle préparait la fameuse loi 3DS. On lui dit, mais regardez, les Français, en fait, ils veulent plus de lisibilité territoriale. Et elle dit, oui, mais si on avait attendu l'avis des citoyens pour faire la décentralisation, on n'aurait rien fait dans les années 80. Oui, sauf que non. La décentralisation, ce n'est pas une complexification, c'est une plus grande lisibilité. Et si jamais je n'ai pas de plus grande lisibilité, ça ne marche pas. Et dans une approche de différenciation territoriale que vous prenez, on complexifie le modèle. Si jamais je pense que ma collectivité à statut particulier dispose de telles compétences, sauf que dans la collectivité d'à côté, les compétences ne sont pas les mêmes, etc., eh bien à ce moment-là, qui vote et pourquoi? Ça devient difficile. En revanche, moi je veux bien souscrire au deuxième modèle que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'en effet, les régions actuelles sont trop grandes. Tout à l'heure, vous nous avez posé 2 questions sur lesquelles j'ai été hésitant. La première, c'était est-ce qu'il faut simplifier le millefeuille? Déjà, le millefeuille, outre que c'est une très bonne pâtisserie, il a un peu bon dos, si vous voulez. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on a à chaque fois, en fait, 3 échelons à minima. La commune, la région, le Länder, etc., et un échelon intermédiaire. Je ne crois pas aux immenses régions, mais qu'il puisse y avoir des coopérations interdépartementales en revanche, ou qu'il puisse y avoir des systèmes qui soient des systèmes qui aillent au-delà d'un échelon qu'on considérait en France comme départemental, et c'est pas du tout d'ailleurs on s'est rencontré la dernière fois à l'ADF, l'Alsace a une taille là-dessus qui est une taille, je dirais, d'un niveau départemental. Ça ne m'apparaît pas non plus délirant quand on parle de développement économique. On sait que ce sont des échelles de développement qui sont des échelles de développement pertinents. Et donc, à part pour les transports, etc. Donc, pour cette raison-là, c'est quelque chose que l'on peut envisager. Est-ce que l'on peut l'envisager
en créant une collectivité, comme on l'a fait avec la région, ou est-ce qu'on est dans la coopération interdépartementale? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Région Pompidou, ou au contraire, région collectivité. L'autre élément, c'est que si jamais on a... alors, deuxième question que vous posiez, est-ce que la décentralisation, ça produit des inégalités? La réponse est oui. On a, en la matière, des études qui sont assez claires. La décentralisation produit des inégalités, sauf si on a une politique d'aménagement du territoire. On l'a perdu. Sauf si on a une vraie politique de péréquation, elle ne marche pas. Donc, est-ce qu'on doit plus décentraliser à un échelon qui pourrait être un échelon, je dirais, dans lequel l'Alsace peut s'inscrire? Probablement, mais ça implique... c'est pour ça que également la question sur le préfet m'apparaissait un peu problématique, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'État local. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé par les élus, je parle sur le contrôle, Monsieur le Président. En règle générale, quand vous allez dans une réunion d'association d'élus, eh bien, on vous dit qu'on a besoin d'un État sur le terrain, qui produit de l'ingénierie, qui produit de la présence, qui aide les élus. Donc on a besoin justement de cette force-là. La décentralisation, ce n'est pas l'envers d'un État territorial fort. En fait, c'est nécessairement un lien entre les deux. Donc ça implique de repenser notre action publique, à la fois de manière symétrique concernant les collectivités, avec probablement plus de compétences en bien des matières, et de l'autre côté, et plus de capacité d'exercice de ces compétences, on pourrait y revenir, et de l'autre côté, de penser également à un rôle de l'État qui aujourd'hui est un peu aux abonnés absents et laisse les élus face aux difficultés. Et une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas sûr que le caractère plus identitaire d'une logique de décentralisation soit quelque chose qui soit bon. Parce qu'encore une fois, eh bien, si jamais on rentre dans ce cadre-là, eh bien, les Italiens, ils sont entrés, ils n'en sont pas sortis. Les Espagnols, ils sont entrés, ils n'en sont pas sortis. Les Britanniques, ils sont entrés, ils n'en sont pas sortis non plus. Je crois que l'identité alsacienne mérite d'être protégée, mérite d'être défendue, mérite qu'on se batte pour elle. Je crois que l'identité auvergnate, l'identité corse, l'identité basque mérite également la même chose, mais toute identité mérite d'être défendue. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre elles en République. Peut-être quelques éléments de commentaires. D'abord, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on a un millefeuille sans recette et sans saveur. Et que aujourd'hui, c'est ça aussi le problème de notre organisation. Et je lisais un peu l'introduction, mais il faut qu'on redonne envie aux gens de s'engager. Et s'ils ne se retrouvent pas dans le périmètre d'organisation de leur territoire, ils ne s'engageront pas et on va perdre en démocratie. Si je vois par exemple, si je prends la région Grand Est, c'est tellement grand. Comment voulez-vous qu'un élu qui est en Haute-Marne, il puisse se positionner sur un projet en Alsace? Il ne va pas le connaître. Et inversement. Donc qui va décider? Donc c'est l'administration en gros qui va décider. Et donc on va être dans une forme technocratique de l'organisation de l'action publique. Donc ça pour moi c'est le contraire de ce qu'on peut, ce que nos concitoyens peuvent attendre. Ils veulent que ce soit les élus qu'ils ont choisis qui portent la politique avec un programme, avec une action. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que les périmètres ils aient du sens. Je suis d'accord sur le fait qu'on a perdu en politique d'aménagement du territoire énormément. Et je disais récemment à l'ancien directeur de la DATAR que la DATAR nous manque parce que, par exemple, il n'y a pas de vision aéroportuaire nationale. Or, on a besoin d'une vision aéroportuaire nationale pour faire des choix sur quels sont les aéroports à soutenir, etc. Donc, on a des enjeux qui ont une vocation nationale. Et ces enjeux-là, il faut que l'État puisse les travailler. Pareil sur les missions régaliennes, moi j'attends de l'État un État plus fort sur ces missions régaliennes, qu'il les exerce à Paris ou qu'il les exerce en État déconcentré. Par contre, je considère aujourd'hui que l'État devrait arrêter de s'occuper des politiques qui ont été décentralisées. Or, aujourd'hui, il y a encore des hauts-commissaires, des directeurs, etc., qui veulent s'occuper de compétences décentralisées. Pourquoi on a un ministre de la protection de l'enfance? Alors, la protection de l'enfance a été décentralisée au département. Donc là, aujourd'hui, il y a une vraie séparation à avoir sur
les compétences et la façon avec qui ils les exercent. Ça, je pense qu'on a besoin de ça et qu'on aille au bout de la décentralisation. Ce qui a été décentralisé doit être complètement confié au territoire. Alors, il s'agit aussi au territoire, aux collectivités, d'avoir la maturité pour ça. Parce que aujourd'hui, quand l'État veut continuer à s'occuper de choses qui relèvent des compétences des collectivités, il faut aussi que les collectivités montrent qu'elles sont en capacité d'assumer elles-mêmes. Et moi, je crois à la péréquation horizontale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la situation de l'Alsace et du Grand Est, j'ai dit au président de la République, quand on a évoqué ce sujet, j'ai dit, écoutez, on n'est pas contre les Alsaciens de faire de la péréquation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sans doute un peu plus de moyens que certains territoires de Lorraine, de la Marne, etc. Et qu'aujourd'hui, on tienne compte de cette réalité financière et qu'il y ait une part de péréquation horizontale, comme on l'a fait avec le département de France sur les droits de mutation, on a redistribué aux départements les plus modestes qui n'avaient pas les mêmes recettes. Moi, je crois à ça, mais je ne crois pas à une organisation administrative Grand Est qui ne fonctionne pas et qui éloigne les décisions des habitants. Donc, on peut travailler à des formes de péréquation intelligentes et qui permettent à tous les territoires de continuer à se développer. Et je crois que l'unité de la nation a plus à perdre dans un contexte où aujourd'hui elle ne ferait pas évoluer les choses qu'à tenir compte des diversités. Aujourd'hui, l'Alsace apporte une dynamique à notre pays. La position rhénane de l'Alsace et la dynamique économique que ça peut générer, le fait que notre terrain de jeu, de vie, c'est l'espace rhénan, ça crée une dynamique sur le territoire qui contribue à baisser le déficit de la balance commerciale, par exemple. Donc, je pense que la diversité, elle peut aussi amener à la nation un enrichissement de notre nation sur tous les plans, d'abord démocratique et de confiance dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que si nous étions entendus pour redevenir une région à part entière, que ça changerait l'engagement de nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ils se disent on n'a pas été entendu par la droite, on n'a pas été. La gauche avait fait le nôtre qui nous a fait disparaître, et le président de la République qui avait pris des engagements qui ont varié dans le temps, il ne les a pas à ce stade respectés. Qu'est-ce qui reste après pour être entendu? Et il y a ce risque-là aujourd'hui. Si on n'écoute pas la démocratie, si on n'écoute pas la volonté des habitants, c'est qu'au contraire, on se dirige vers des extrêmes où on décourage encore plus nos concitoyens à s'impliquer dans les enjeux démocratiques. Très bien. Je me permets de rebondir sur vos prises de parole. Monsieur Bierry, vous avez suggéré de donner l'ensemble des compétences aux collectivités, que l'État cesse de se charger de cela. Monsieur Morel, de votre côté, vous avez suggéré la même organisation et les mêmes compétences pour tous les territoires. Mais du point de vue de l'unité territoriale, est-ce que de donner la même organisation à chaque collectivité et l'ensemble des compétences garantirait la même action publique et donc l'unité sur le territoire? Alors, ce que disait le président Bierry, c'est que ce qui est décentralisé doit vraiment l'être. Sur quoi je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la notion de décentralisation, elle est piégeuse, parce que ça qualifie un processus et pas un objectif. Et donc on a toujours une nouvelle voie de décentralisation qui est réputée toujours plus décentralisée. Or, en réalité, on donne des compétences, on en limite l'exercice. On en limite l'exercice normatif, on en limite l'exercice financier. Je ne suis pas persuadé que ce que l'on a appelé naguère le républicanisme municipal, puis le socialisme municipal, soit encore possible aujourd'hui, alors que c'est l'origine de la décentralisation mise en place dans les années 30, et ensuite les lois de fer s'inspirent de ça. Parce qu'à l'époque, il y avait des marges de manœuvre économiques, des marges de manœuvre. Quand j'entends économique, j'entends en termes de fiscalité. L'autonomie fiscale, elle est devenue résiduelle. Il y avait des marges réglementaires, des marges normatives. Tout ça, en grande partie, disparu. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'illusion dans la décentralisation. On a l'impression qu'on donne des compétences, mais en fait, ces compétences, c'est des compétences en grande partie liées. Et là, il y a des vrais choix. Est-ce qu'une compétence doit être exercée au niveau national? Sur le département, on a des questions, le RSA, les mineurs isolés, etc. Je ne tranche pas ce débat, mais si jamais l'État considère que ça doit être fait au niveau national, eh bien, c'est fait au niveau national. Si jamais il considère que ça doit être fait au niveau local, eh bien, il faut accepter, assumer qu'en effet, il puisse y avoir des variations dans ces politiques. C'est peut-être pas bien, mais dans ce cas-là, on ne décentralise pas.
Et si jamais on décentralise, on laisse la main. Et en effet, on ne garde pas une double structure qui en fait fragilise l'action locale et n'est pas non plus vraiment l'action nationale. Donc là, il y a une vraie réflexion de fond, encore une fois. Et l'approche différentialiste qui vise à considérer que là, on décentraliserait, là pas, et que ça serait, etc., d'une certaine façon, empêche de se poser ces questions parce que tout d'un coup, on raisonne sur un territoire particulier alors que le raisonnement est global. La question des normes, je discute avec ça tout le temps, je discute de ça tout le temps avec l'Association des maires de France. J'en discute également avec l'Association des départements de France. Les régions ont le même problème. Ce n'est pas un problème alsacien, c'est un problème global. Et donc, il faut penser ça de manière globale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en matière de décentralisation? Et ça, aujourd'hui, la décentralisation est devenue un monstre technique. La loi 3DS, qui était censée simplifier, je vous invite à la lire, et vous verrez ce que c'est la simplicité. Voilà. Donc sur ces sujets, on ne s'oppose pas. Vraiment, je crois que le point qui nous sépare et qui est à la fois pas central par rapport à l'approche globale pour ne pas avoir la décentralisation, mais qui est central dans la façon dont on envisage l'évolution, c'est vraiment cette question du lien entre identité et statut. Moi, encore une fois, je suis tout à fait favorable au retour à une région Alsace. Ce qui me pose problème, c'est la collectivité à statut particulier. Regardez, et je vais faire référence au débat que nous avons eu sur Public Sénat, mais regardez ce qui est passé en Grande-Bretagne. C'est intéressant la Grande-Bretagne, parce que lorsque Tony Blair dit on ouvre la devolution à la fin des années 90, les Anglais se le voient proposer, ils disent non. Les Gallois se le voient proposer également, mais ils ne sont pas extrêmement favorables. Ils votent oui à 51%. Et avec une forte mobilisation, mais un tout petit oui. Les Écossais, eux, sont très favorables, ils votent oui, il n'y a pas de problème. Ils ont un statut de plus grande autonomie vis-à-vis des Gallois. Les Gallois étaient encore une fois pas très chauds. Mais quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, la vie politique galloise tourne autour d'un sujet. Mais bon sang, on n'est pas des sous-Écossais. Eux, ils ont un meilleur statut que nous. Et donc, notre identité, là, elle est méprisée. Résultat, en 2011, ils obtiennent un statut à l'écossaise. Les Écossais se disent ensuite, 2012, non mais attendez, on n'est pas des Gallois. Plaisanter, enfin, nous, on est quand même Écossais, enfin, c'est bien, quoi. Vous avez vu Brevard, William Wallace, qui vertit. Gallois, c'est anglais depuis le Moyen-Âge, c'est un peu la honte, quoi. Donc on va un statut mieux. Que disent les Gallois? Ils disent, ok, ils ont un statut mieux que nous, on n'est encore pas des sous-Écossais, on veut un statut à l'écossaise. Ils l'obtiennent. Que disent les Écossais? Et même parce que c'est comme ça, on fait un référendum sur l'indépendance, on part. Quand je discute, parce que vous n'êtes pas mon seul interlocuteur sur ces sujets-là, Monsieur le Président, même si évidemment le préféré, quand je discute avec les nationalistes corses, ils me disent, nous on veut un statut à la néo-calédonienne. En droit, la Nouvelle-Calédonie est une colonie. Vraiment, je veux dire, c'est reconnu comme tel par l'ONU, c'est pas de la provocation de ma part, c'est une colonie. La Nouvelle-Calédonie est au flanc Pacifique. La Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne. Le droit de résident qu'il demande implique de sortir de l'Union européenne. Et alors, un parlementaire corse, que je ne citerai pas ici, mais avec qui j'ai une sorte de numéro de claquette, parce qu'on n'arrête pas de faire des débats ensemble, je lui dis, juridiquement, en fait, vous voulez quelque chose, et vous voulez pas en assumer les conséquences. Il fait, oui, mais ça, c'est du droit. Moi, c'est le cœur. Très bien, c'est le cœur, mais derrière, il y a des conséquences en droit. Oui, c'est un peu embêtant quand même. Moi, je veux bien que... Mais vous voulez vraiment sortir de l'Union européenne? Non, mais bah alors, du coup, pourquoi vous voulez ça? Je veux ça parce que la Nouvelle-Calédonie est le territoire qui a la plus grande autonomie dans la République, et donc, ce faisant, je veux ce statut-là, parce que sinon, mon identité est méprisée. Quand nous avons débattu ensemble il y a quelques mois, vous m'avez dit, et je m'en souviens très bien, les extraits vous démontreront si vous me dites non, vous m'avez dit, je veux comme les Corses. Le statut de la Corse, Monsieur le Président, c'est le statut d'une île-montagne. J'aime beaucoup l'Alsace. J'ai du mal à définir ainsi l'Alsace. Peut-être est-ce que je me trompe, vous connaissez mieux votre région que la mienne. Quand je parle à des Bretons, ils disent « Oh, on veut un statut à la collectivité européenne d'Alsace ». Je me dis « Pas de sens pour vous, je veux dire, pas avoir un département unique ». Donc, oui, mais l'Alsace, vous avez réussi en effet à avoir le territoire dont l'identité est reconnue, même si avec un statut départemental de la manière la plus singulière, dans l'ensemble continental, si j'exclus la Corse, et donc modèle. Donc le risque en la matière, c'est cette course à l'échalote, vous voyez, et je sais que vous ne la voulez pas, parce que je sais républicain, mais malgré tout,
Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, je peux vous faire le même chose un peu plus complexe en Espagne ou en Italie. Si la Corse est votre modèle et que je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez peut-être changé d'avis, on va voir. Il y a des éléments de Corse que je partage. Et si le modèle des Corses et de Nouvelle-Calédonie, vous voyez qu'on se retrouve face là, il y a un hiatus. Et donc c'est cette boîte de Pandore-là qu'il ne faut pas ouvrir. Moi je suis pour une région Alsace, je suis pour qu'il y ait plus de compétences pour cette région Alsace, je suis pour que vous puissiez exercer ces compétences avec un vrai pouvoir normatif et une capacité d'action budgétaire, y compris avec une vraie, parce que c'est un vrai sujet, avec une vraie autonomie fiscale. Mais en revanche, l'idée qu'il puisse y avoir, qu'on puisse commettre les mêmes erreurs qui ont été commises dans tous les pays voisins qui aujourd'hui s'en mordent les doigts, et on a des analyses statistiques, etc., qui montrent que ce n'est pas une bonne idée. Je pense sincèrement que faire les mêmes erreurs qu'autrui 30 ans plus tard, ce n'est pas vraiment une preuve de réflexion sur notre modèle territorial. Je comprends la revendication alsacienne, vous savez que sur beaucoup d'aspects je la partage, mais ça je pense que ça n'en était pas un modèle à suivre, il faut trouver d'autres modèles. On peut arriver à faire exister à nouveau l'Alsace sans passer par cette voie-là. Alors, 2-3 réactions. D'abord, sur la décentralisation, il y a un mouvement quand même lancinant que les gens n'ont pas forcément pris en considération, mais que les élus ressentent, c'est qu'on nous brigue de plus en plus sur le pouvoir d'agir. On nous a enlevé le droit à agir, la loi NOTRe c'était ça, on a perdu la clause de compétence générale, on n'a pas eu cette capacité à agir sur des sujets, ce qui à mon avis, nuit à l'efficacité de l'action publique. Donc les droits à agir ont été élevés. Ensuite, on nous a réduit les moyens à agir. Dans la DGF, on nous a fonctionné, etc. Là, récemment, je ne sais pas si ça va finalement être voté ou pas, mais on voulait nous faire une ponction exceptionnelle. On nous a dit, vous ne touchez plus la taxe foncière, mais vous aurez la dynamique de la TVA. Sauf que là, vous voulez nous enlever la dynamique de la TVA, parce que l'État a décidé de nous l'enlever. Donc les moyens à agir, le droit à agir en moins, les moyens à agir en moins, et la maîtrise des moyens à agir, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'autonomie fiscale. Aujourd'hui, par exemple, on a perdu 120 millions de droits de mutation. C'était la seule recette dynamique que nous avions, mais on n'a pas de pouvoir de taux sur l'augmentation des droits de mutation. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus lié aux décisions des financements de l'État. Donc on est complètement contraint aujourd'hui, on a perdu ce pouvoir d'agir, et je pense que les dernières lois de décentralisation ont finalement été pour moi plutôt des lois de recentralisation, et tout a été fait pour, dans le cadre réglementaire, nous empêcher d'agir et d'être en capacité d'agir. Donc là, il y a pour moi un problème qui est global, là, et pas seulement propre au territoire alsacien. Alors, j'entends les risques que vous nous donnez de surenchère de la demande, parce que finalement, c'est ça, surenchère de compétences les uns les autres. Moi, quand je vous ai dit, je veux la même chose que la Corse, on avait un temps de débat court, et donc il fallait que je sois percutant. Oui, je veux que l'Alsace puisse redevenir une région à part entière. Et qu'on puisse rassembler compétences département, région, parce que je considère que ça a du sens. Mais pas forcément dans la formule corse, qui ressemble aujourd'hui un peu à la formule nationale, avec l'exécutif, le délibératif, etc. Enfin, je suis pas, on a quelque chose, à mon avis, notre organisation est plus simple, la collectivité européenne d'Alsace, et du coup plus efficace. Mais on peut mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas un élargissement de la situation. Déjà, si vous demandez à 2 départements de fusionner, aujourd'hui, ça paraît plus simple, hein. Mais quand on en a lancé, on nous a dit qu'on n'y arriverait jamais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de territoires qui vont réussir forcément à fusionner des départements si on fixe un certain nombre de préalables. C'est-à-dire qu'à l'évolution des compétences, à l'évolution de la capacité à agir, on fixe un cadre qui s'appliquerait à tous. Je pense qu'on évite les débordements dans lesquels vous avez certaines inquiétudes. Et du coup, je pense que ça éviterait qu'on parte dans tous les sens. Ensuite, alors il y a un point sur lequel je crois qu'on peut être en partage. Je pense qu'on devrait avoir un travail plus fin sur l'évaluation des politiques publiques et leur efficacité. Et qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, jugeons-nous sur les faits de nos politiques publiques telles qu'on les mène, sur notre capacité ensuite à en exercer d'autres. Et qu'à partir de là, de manière objective, on
puisse dire, ça a du sens, c'est une collectivité qui a du sens, qui s'organise. Et puis, il faut aussi tenir compte des réalités particulières. Nous, on n'a pas une réalité insulaire, mais on a une réalité transfrontalière, qui nous a amené à revendiquer une compétence de chef de file sur le transfrontalier et sur le bilinguisme, parce que c'est la réalité du territoire. Et cette réalité, c'est pas la même qu'on soit en Bretagne, en Alsace ou en Corse. Et donc, il n'est pas illogique à mes yeux que de cette réalité-là territoriale, historique, économique, géographique, on puisse tirer la capacité à avoir des compétences supplémentaires pour amener à notre pays. Moi, je pense aujourd'hui que l'espace rhénan et l'Alsace dans l'espace rhénan, c'est un laboratoire de renforcement de l'Europe. Parce qu'on peut être nous fer de lance d'une Europe qui a du sens, d'une Europe démocratique, d'une Europe partagée entre nos amis allemands et suisses avec qui on a l'habitude de travailler au quotidien. On a quand même 60 000 aujourd'hui transfrontaliers alsaciens qui ont travaillé en Allemagne et en Suisse. Nous, le périmètre qui a aussi du sens en termes d'organisation d'action publique, c'est un périmètre rhénan. Et l'avenir, la dynamique de notre territoire, elle s'inscrit plus dans l'espace rhénan que dans le Grand Est. Ce sera toujours plus facile de traverser le Rhin que de traverser les Vosges. C'est cohérent, et puis il y a une cohérence de culture, d'histoire et de culture qui fait que ce périmètre-là est naturel. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des différenciations, on devrait avoir un socle commun, je suis assez d'accord avec vous, et qu'après on puisse tenir compte des réalités territoriales pour accepter certaines différenciations. Et si l'État reste fort dans ses missions régaliennes, la nation, pour moi, elle ne peut pas être mise en cause par une décentralisation qui peut être différente selon les territoires. Merci, messieurs. Rapidement, à présent, je souhaiterais rebondir, monsieur Viry, sur vos paroles. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un statut particulier, mais surtout, certes, il y a un territoire, nous sommes un territoire transfrontalier en Alsace, mais nous ne sommes pas les seuls en France. C'est-à-dire que les territoires transfrontaliers, il y en a de nombreux autres. Est-ce que vous pensez que tous devraient faire les mêmes demandes qu'a fait la CEA pour obtenir davantage de compétences? Est-ce que du coup on n'arrive pas à cet effet de mimétisme que vous décrivez, Monsieur Morel, où les autres collectivités vont jalouser les autres et demander toujours davantage de compétences? Mais si le mimétisme, il apporte une valeur ajoutée à notre pays, c'est pas un problème. C'est-à-dire aujourd'hui, le département de la Moselle, le président Weitel, il veut aussi s'appeler département européen, il a voulu un peu être dans la même logique que celle qu'on conduit. Et moi, ça ne me choque pas, dans la mesure où il est territoire frontalier et qu'il a un enjeu aussi à renforcer la capacité frontalière et le travail frontalier. On le voit bien, moi je vois quand les ambassadeurs sont là, les réunions, c'est long, national, etc. Et après, moi je me mets autour de la table avec la Regierungspräsidentin, avec le président de la ville, la présidente de Bâle-Campagne, on se met ensemble et on règle les problèmes beaucoup plus efficacement que si on laisse les hauts diplomates français, suisses et allemands discuter et travailler. Donc moi je pense que dans la mesure où ça apporte une valeur ajoutée à nos concitoyens et à notre pays, parce que derrière c'est aussi la dynamique de notre pays, quand on se bat pour que l'hôpital de Wissembourg puisse accueillir les parturientes de la Rhénanie-Palatinat pour sauver la maternité de la fermeture, ce n'est qu'une action de bon sens et qui peut s'organiser en territoire. Donc moi, je crois, alors après, moi je suis pour qu'on évalue l'efficacité de l'action publique plus souvent. Parce qu'à partir de là, on peut dire, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est structuré? Il faut que les demandes soient structurées. On ne peut pas avoir une demande uniquement identitaire. Moi, je suis sensible au sentiment d'appartenance à l'Alsace, et les gens sont attachés à leur territoire, il y a une vraie culture, une vraie histoire, et même aujourd'hui, on voit la marque Alsace, une marque qui a du sens. Aujourd'hui, on veut créer une marque artificielle, le Grand Est, au mépris parfois même de la Champagne. La Champagne, c'est une marque monde, l'Alsace, c'est une marque européenne. Voilà, donc ça c'est important la marque, parce qu'elle peut avoir un effet d'entraînement. Mais plus que la marque, moi c'est l'efficacité de l'action publique, la qualité du service public qu'on va rendre aux gens et l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens. Ouais. En deux mots, mais en fait, ça marche. Non, c'est l'autre. Ça fonctionne.
Oui. C'est Jean Paul. Allez. Désolé, on a quelques problèmes de micro. Non, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Et encore une fois, j'y reviens. Hein. D'un côté, la décentralisation, et on peut aller plus loin. Tout ce que vous évoquez peut éventuellement justifier, il faut évaluer évidemment une plus grande décentralisation, mais il est vrai qu'en la matière, les questions que vous avez en matière de transfrontalier, des départements du sud-est frontalier d'Italie ou du sud-ouest frontalier d'Espagne peuvent l'avoir également. Souvent, quand on parle de différenciation, on dit « oui, mais on a fait la loi montagne ». Oui, mais on a fait la loi littorale. C'est vrai, mais parce qu'il y a des caractéristiques objectives. Je veux dire, si dans mon Auvergne on applique la loi montagne, c'est pas parce qu'il y aurait l'identité auvergnate particulière, c'est parce qu'il y a des montagnes. Et on peut revendiquer autant qu'on veut l'application de la loi littorale. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas la mer, nous non plus. On n'est pas vraiment une montagne, même si on a des sports avec le réchauffement climatique. Mais voilà. Donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'il puisse y avoir des compétences qui soient développées proprement parce qu'il y a les régions transfrontalières, ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager au niveau national et toutes les régions transfrontalières doivent pouvoir en profiter. Ensuite, qu'on les donne par contre à l'Alsace parce que justement il y a une revendication plus forte du point de vue de l'identité, ça devient un problème. On joue le jeu de la surenchère. Vous parliez tout à l'heure de vos dialogues avec des autorités locales allemandes, mais le vieux fédéralisme, hein, ça vous avez dit, moi je suis contre le fédéralisme parce que je pense que la République française s'est construite sur l'unité de la loi. Hein, depuis la nuit du 4 août 1789, abolition du privilège des provinces et des ordres, l'unité de la loi est, je dirais, fondamentale dans la manière dont on conçoit justement l'indivisibilité de la République. Et donc dans ce cadre-là, on dit beaucoup que les Girondins étaient fédéralistes. Non. Hein. La notion de fédéralisme, c'est un nom d'oiseau que leur envoient les montagnards pour dire, regardez, vous voulez la rupture de la loi et donc la rupture de l'égalité. Et la rupture de l'égalité est liée à la rupture de la liberté. Voilà. Donc ça, c'est toute une conception politique. N'empêche que dans le vieux fédéralisme, le fédéralisme allemand, le fédéralisme américain, il y a une stricte symétrie des compétences. On va être d'accord, être bavarois, c'est quand même bien mieux qu'être saxon. Personne n'a envie d'être saxon. Par contre, bavarois, Louis II, les châteaux, etc., c'est génial. N'empêche que les compétences de la Bavière sont les mêmes que celles de la Saxe. Le principe même du fédéralisme, c'est que vous avez le Bund et les Länder, l'État fédéral, les États fédérés, et entre les deux, une cour constitutionnelle qui à l'origine n'était pas la gardienne des droits et libertés. D'abord et avant tout, la Cour suprême américaine, la Cour de Karlsruhe, ce sont les gardiennes de la stricte séparation des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérales. Chaque entité fédérale a les mêmes compétences et l'État fédéral reste chez lui. Les États fédérés restent chez eux. Et j'ai le juge au milieu qui est le garant de ça. Ce modèle-là, je veux dire, il est relativement stable. Ça tient en Allemagne, ça tient aux États-Unis. En revanche, quand je fais de la décentralisation asymétrique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, là, ça ne marche pas. S'il y a un problème de transfrontalier, si vous voulez plus de compétences, ok, pourquoi pas. En effet, il faut évaluer, et pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Mais en revanche, si c'est le cas de l'Alsace, c'est le cas également du département du Nord, c'est également le cas du département des Alpes-Maritimes, c'est également le cas du département des Pyrénées-Orientales. Et c'est ça, en fait, le point. Pardon, on n'est pas, nous, dans un État fédéral. Donc je comprends cette logique d'un État fédéral où il y a des vraies compétences très très fortes. Mais nous, on est dans un État-nation qui est fort aujourd'hui. C'est un général de Gaulle qui disait aujourd'hui la nation est suffisamment forte pour qu'aujourd'hui on puisse tenir compte de la diversité des territoires. Et à partir du moment où l'État reste très fort en matière de compétences régaliennes, centralisées et déconcentrées, je pense qu'il n'y a pas de risque à avoir des différenciations dans la décentralisation, puisqu'on reste sur des compétences réduites, et qui du coup ne peuvent pas menacer à mes yeux l'État-nation. Merci messieurs pour cet échange. Nous allons donc passer à la partie suivante de ce débat. Et donc j'appelle les jurys successivement à prendre la parole pour poser leurs questions. C'est plus simple si je mets là. Merci. Oui, le débat, pardon, excusez-moi, je vais un peu embrouiller, mais le micro va aider. Le débat porte essentiellement, effectivement, sur la question de statut et d'identité. Si vous permettez, je vais insister sur ces questions identitaires, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, et je vais d'ailleurs juste vous dire deux mots de moi-même. Moi, je suis mosellan, je suis messin.
mais je n'éprouve aucune identité lorraine. Je ne sais pas ce que c'est que la Lorraine, qui est une fabrication administrative artificielle, et je ne sais pas ce que c'est que la Moselle, qui est un patchwork, bricolé d'ailleurs en 1871. Donc tout ce que je sais de la Moselle, c'est qu'elle n'est pas alsacienne. Mais donc revenons à nos moutons, c'est-à-dire à votre débat. Identité. Vous avez revendiqué, à juste raison, l'aspect transfrontalier de l'Alsace, et donc la nécessité d'avoir la possibilité d'avoir des actions communes avec nos voisins. Mais pourquoi dans ces cas-là, vouloir utiliser à nouveau ce mot identité? J'ai retenu dans votre schéma alsacien de coopération transfrontalière, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, cette formule. Vous souhaitez contribuer au développement d'une identité culturelle rhénane. Une identité culturelle. C'est pas un mot tout à fait notable dans notre livre. Ensuite, je vais faire référence à quelqu'un que vous connaissez. Bon, je suis persuadé qu'en tant qu'Alsacien, vous êtes attaché à ce qu'on appelle le droit local alsacien, et parfois aussi alsacien et mosellan. Alors, je lis avec beaucoup d'attention tout ce qu'écrit le président Wörling, qui est un éminent juriste, et il y a quelque temps, sur le site de l'Institut, le président Wörling écrivait ceci. Le droit local est ainsi devenu un élément du paysage alsacien, un marqueur de l'identité de la région, un aspect de l'épopée alsacienne. On veut garder le concordat parce que c'est à nous et qu'on ne supporte pas que Paris nous dise que ce n'est pas bien. Certaines règles de droit local ne survivent qu'en raison de leur fonction d'ersatz, d'un véritable statut d'autonomie territoriale. À défaut de pouvoir s'exprimer dans les domaines qui les intéressent, les populations locales se raccrochent à des dispositions sans intérêt réel, mais qui leur permettent d'exprimer de manière emblématique ou inadéquate leur volonté de sauvegarder leur identité régionale. Partagez-vous cette opinion? Plusieurs choses. Alors, d'abord, pour l'anecdote, le président du département de la Moselle, Patrick Mantel, il m'a dit, tu sais, parce qu'on a échangé sur ces questions, bien sûr, territoriales, et il m'a dit, tu sais, nous en Lorraine, mais ça c'est un peu dans l'esprit de ce que vous venez de dire, nous en Lorraine, les départements de Lorraine, on ne se sent pas frères. Mais on se sent cousin d'Alsace. C'était juste pour pas vous, mais lui il disait on regarde notre histoire en commun. Peut-être juste un mot pour vous dire que Metz, par exemple, a été une ville francophone toute l'histoire, sauf pendant la période nazie sous l'obligation. Alors non, mais c'était juste pour l'anecdote par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en Lorraine, il n'y a pas le même attachement des Lorrains à cette identité lorraine que nous pouvons avoir. Et c'est pareil, Champagne-Ardenne, il n'y a pas d'attachement. Ils n'ont pas d'attachement viscéral à leur territoire. C'est la différence qu'on peut avoir, nous, comme les Corses, comme les Bretons, comme les Basques, qui ont un attachement viscéral à leur territoire. Mais moi, je pense que c'est plutôt un atout. Alors, sur l'identité rhénane, d'abord, c'est un périmètre cohérent de vie historique entre nos territoires. Et on a du coup un patrimoine en commun. Par exemple, là, j'ai souhaité qu'on puisse créer un chemin des châteaux rhénans qui pourra un jour, j'espère, concurrencer les châteaux de la Loire et les châteaux cathares, parce que c'est une histoire qu'on a aussi en commun, patrimoine, et on a commencé à mettre en réseau ces châteaux, de plus en plus de châteaux qui s'inscrivent dans ce périmètre-là. Donc il y a cette histoire. Et moi, nous les élus de la collectivité européenne d'Alsace, on s'est dit que ça avait du sens de créer un lien pas seulement avec l'histoire récente, qui était une histoire bien sûr de guerre, avec tous nos lieux mémoriels. On a voulu sortir par le haut aussi de l'histoire, dans une logique d'humanisme rhénan, qui a été aussi une caractéristique de notre territoire à laquelle nous sommes très attachés. L'humanisme rhénan, c'est quelque chose qu'on porte aussi encore, et dans la dynamique aujourd'hui, dans la vision qu'on peut avoir de la démocratie, je pense qu'on est encore dans cette ligne que nos prédécesseurs avaient lancée. Mais pourquoi je défends l'identité rhénane? Parce que je pense aussi qu'on a quelque chose à construire pour l'avenir, pas seulement pour le passé.
je parlais notamment des enjeux autour de la santé et de l'environnement. Récemment, on a fait une carte parce que j'ai souhaité que sur l'échelle rhénane, on ait une réflexion d'aménagement du territoire. Et quand on prend cette carte, et si on fait une pliure sur le Rhin entre cette carte, on a un effet papillon, c'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte qu'on a un particularisme géographique très très proche. Et on a aujourd'hui aussi un enjeu aussi bien universitaire. On a aujourd'hui une université trinationale, ECOR, qui, à mon sens, pourrait un jour concurrencer Saclay dans son potentiel de développement sur le territoire. On a la chance d'avoir une économie très tournée autour de la santé, avec une des industries pharmaceutiques les plus fortes du monde sur le périmètre rhénan. Et donc, sur la dynamique de ce territoire, on a une ambition de culture rhénane aussi par la langue, parce que les langues parlées sur ce périmètre sont proches. Et donc, là où on réfléchit aujourd'hui à un web média avec une dimension rhénane qui permettrait aussi aux jeunes le long de la frontière de mieux se connaître et de mieux partager ensemble l'avenir. Et on pense que l'espace rhénan peut avoir un effet d'entraînement sur une image positive de l'Europe. Donc c'est à ce titre-là que nous portons cette identité rhénane. Ce n'est pas une identité refermée sur elle-même, c'est justement une identité qui s'ouvre et qui peut montrer la voie aux pays européens. Ça, c'est sur l'identité rhénane. Sur le concordat, aujourd'hui, ça ne nous aura pas échappé qu'on est dans un contexte de communautarisme exacerbé, avec des tensions de plus en plus fortes entre les différentes sensibilités religieuses, et c'est particulièrement inquiétant. Eh bien, la force aujourd'hui du concordat, c'est justement d'avoir pris et permis le lien entre les religions. Vous savez, moi je reçois, c'est votre sentiment, je vois que vous ne partagez pas ma vision, mais moi je vis le concordat au quotidien sur le territoire alsacien, et il y a un lien naturel entre le grand rabbin, le responsable de la grande mosquée, qui dans un repas peuvent se retrouver autour de la même table et être assis l'un à côté de l'autre spontanément, et à réussir à parler ensemble et à travailler ensemble et à échanger ensemble sur les enjeux. On fait par exemple des calendriers partagés interreligieux qui permettent de créer de l'apaisement. On a créé une démarche de veilleurs de mémoire qui vont veiller pour éviter que les cimetières soient profanés. Et bien, moi je suis très fier que ces veilleurs de mémoire de cimetières juifs soient assurés par des personnes qui sont musulmanes, catholiques ou protestantes. Et ça, je pense aujourd'hui que c'est la richesse du concordat. Je vais vous donner un exemple. Le surlendemain des attentats du Bataclan, nous avons décidé collectivement, élus et confessions religieuses, de nous retrouver tous ensemble à la Grande Mosquée. Il y a eu les sensibilités politiques qui se sont exprimées, les sensibilités religieuses qui se sont exprimées devant toute l'Assemblée de la Grande Mosquée. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Chacun a été applaudi. Toutes les confessions religieuses ont été applaudies par l'Assemblée musulmane qui était présente. Et à la fin de tous ces discours, il y a un jeune musulman qui a entamé la Marseillaise. Et tout le monde a interprété la Marseillaise. Eh bien, je pense que si ça a été possible, eh bien, c'est grâce au concordat. Cette capacité à faire travailler ensemble les différentes confessions religieuses, je ne le vois pas ailleurs, dans des territoires qui n'ont pas le concordat en place. Or, aujourd'hui, la cohésion de notre pays, elle doit aussi se faire dans ce travail. Et donc, je pense que le concordat, dans ce qu'il permet, facilite en tout cas le lien interreligieux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un lien interreligieux apaisé, et le concordat peut y contribuer. Ça va, je vais faire rapide, s'il faut encore avoir quelques questions. Du coup, mon interrogation est spécialement pour Benjamin Morel. Oui, parce qu'on se voit pas si souvent. Donc, voilà, oui, non, finalement, on est presque tous d'accord.
il faut plus d'autonomie régionale, décentralisation. C'est plutôt sur la modalité, est-ce que ça peut être symétrique ou asymétrique. Mais nous, en Alsace, je porte avec mes collègues aussi, un projet de collectivité à statut particulier, mais en réalité, c'est pas vraiment pour avoir un statut particulier. C'est pas pour être mieux que les autres ou autrement. C'est parce que c'est le seul vecteur aujourd'hui, enfin, en tout cas, si on fait une réforme que pour l'Alsace, pour regrouper les échelons départementaux et régionaux. Il y avait un rapport, d'ailleurs, publié en début d'année de Boris Ravignon, qui montrait qu'il y avait 7,5 milliards au minimum de surcoût annuel de l'enchevêtrement des collectivités, et notamment des financements croisés, etc. Enfin, et donc, Mais il ne le veut pas pour l'Alsace, bizarrement. non, mais en tout cas, si on tire quelques conclusions de ça, nous, c'est la simplification de la divisibilité, mais finalement, c'est la même notion qu'il y a derrière. C'est que pour simplifier, il faut créer une collectivité unique. Parce qu'on ne peut pas créer une région Alsace et sur le même périmètre avoir une collectivité européenne d'Alsace département. Là, les gens ne comprendraient rien et justement, c'est illisible. Et donc, il faut créer une collectivité unique. Et moi, je serais pour, personnellement, que cette collectivité unique, on la voit partout en France. Une collectivité unique d'Auvergne, du Limousin, de Picardie, etc. Et on pourrait très bien avoir une France avec une quarantaine de régions. Et finalement, ils auraient tous le même statut, et du coup, ça serait symétrique. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment concrètement on pourrait faire ça? Est-ce que c'est vraiment possible de faire une réforme nationale pour supprimer un échelon territorial? Ou vaut mieux pas commencer là où il y a une demande locale? Parce que s'il y a une demande pour faire ça, on regarde comment ça marche. Je ne sais pas, au bout de 5 ans, on fait un bilan, et après on propose aux autres régions françaises de faire la même chose. Donc, cette différenciation permettrait d'avoir une étape intermédiaire, parce que sinon, on sera encore là dans 20 ans à dire il faut décentraliser, on n'aura toujours pas avancé. Oui, et sinon, quelle est l'alternative sinon que vous pouvez proposer? Je crois qu'en effet, l'objectif peut être commun. Moi, si vous me demandez de penser une réforme, je suis assez sensible, et vous vous rappelez, parce que je pense que là-dessus, il y a clairement une structure cohérente Alsace. Je suis assez sensible au projet de Michel Debré en 1946. Il disait on fusionne les départements par 2 ou 3, parce que c'est un échelon qui est un échelon probablement plus structurant de la modernité administrative et politique. Ce que je sais également, c'est que le département a aujourd'hui une vraie identité. Et cette identité, alors je connais la théorie du quoi le département remonte aux tribus gauloises. Je connais cette théorie, comme dirait l'autre. Oui, évidemment, oui, c'est sûr qu'on a pensé les tribus gauloises quand on a fait le département, et qu'aujourd'hui, le sentiment profond d'appartenance de chacun à cette tribu gauloise est profondément ancré. Donc il faut être sérieux. Le département est une construction en grande partie artificielle, même si pas que. C'est-à-dire que vous savez que les projets à la Révolution, souvent on découpe la France en petits carrés, soit on revient réellement à des frontières qui sont des frontières cohérentes avec les provinces d'Ancien Régime, avec etc. Donc on n'a pas non plus découpé n'importe comment. Mais si le département a acquis une profonde identité dans le cœur de beaucoup de Français, c'est pas parce qu'il y avait la tribu gauloise avant, c'est parce qu'il a duré 200 ans. Et que ce faisant, chacun a eu le temps de s'approprier ce cadre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait une grande réforme territoriale, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse en effet une vraie grande réforme territoriale et qu'on ait un découpage qui soit un découpage cohérent. Il faut lever le stylo pendant 200 ans. Parce que si on crée à chaque fois de nouvelles entités qu'on va redécouper, ça ne marche pas. Je dis que je suis auvergnat, mais en fait ça n'a pas de sens. Je viens de la région Aura, donc vous, le Grand Est, ça n'a pas beaucoup de sens. Sachez que la région Aura, ça n'en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Clermontois qui ont été à Paris, certains ont été à Lyon, il y en a peu qui ont été à Grenoble, c'est mon cas, mais le fait est qu'on est dans la même région, mais que ça n'a pas vraiment de sens, si vous voulez. Donc, l'entité est évidemment beaucoup trop vaste, etc. Mais si on redécoupe, encore une fois, il faut que ce soit pérenne. Et là, il y a une réflexion globale. Moi, si vous voulez, dans la perspective qui est la vôtre, qui est de dire qu'on va expérimenter, et ensuite ça va faire, ça va faire jurisprudence, je vois 2 problèmes. Le premier, je ne le développe pas, c'est une forme de course à l'échalote identitaire. Et ça, je crois que vraiment, si on rentre là-dedans, on n'y échappera pas, parce que personne chez nos voisins n'y a échappé. Et moi, j'entends les discours optimistes. N'empêche que quand je discute avec des collègues étrangers, ils me disent à chaque fois, on n'y a pas échappé. Et que quand je regarde un petit peu les études, qu'elles soient macro-statistiques sur ce sujet ou comparées, personne n'y a échappé. Je ne vois pas comment est-ce qu'on y échappe. Je ne vois pas comment nous, Français, avec notre
culture politique particulière, etc. Nous ne serons pas des Espagnols, des Belges, des Italiens, etc. Nous, on est tellement géniaux qu'on ne fera pas les mêmes erreurs, sauf qu'on fait les mêmes erreurs que les autres 20 ans plus tôt. Et la région dans laquelle on vote le plus pour des partis régionalistes aujourd'hui, c'est pas l'Écosse, c'est pas la Catalogne, c'est la Corse. Alors que les nationalistes de Corse étaient à 20% il y a encore 10 ans. Les mêmes causes produisent chez nous les mêmes effets. Et on dit, oh zut, non mais vous comprenez, c'est la Corse, c'est pas pareil. Très bien. Donc du coup, on fait la même chose ailleurs, on va faire, ah bah ouais, mais c'est pas pareil, c'est la Bretagne. Puis c'est pas pareil, c'était l'Auvergne. Parce qu'en fait, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences, et malgré notre génie français, quand on fait des sottises qui ont été faites ailleurs, bizarrement, il nous arrive les mêmes problèmes. Donc réfléchissons un petit peu avant de nous lancer là-dedans. Le deuxième élément, donc ça, je ne redéveloppe pas, on en a beaucoup parlé, mais le deuxième élément, c'est que je crois qu'au contraire, ça risque d'être sclérosant. C'est-à-dire que moi, je suis assez content que vous ne soyez pas content du Grand Est et que vous ne soyez pas content de la loi NOTRe. Ça permet de questionner la chose. Si vous ne posez plus la question, qui la posera derrière? On va se retrouver avec non, mais on va faire quelques ajustements à la marge, c'est pas grave, la décentralisation, de toute façon, ça ne marche pas, les Français s'en fichent. C'est pas, dixit les journalistes, concernant. On va parler de vrais trucs qu'on connaît dans l'actualité, type Pierre Palmade. Donc voilà, si jamais on arrive réellement à se poser et à discuter, on peut avancer. Si on règle, je dirais, les symptômes les plus chauds et qu'on évite de se poser des questions, on ne fait qu'enterrer le sujet. Or, moi je crois qu'il y a un vrai sujet décentralisation. Je crois qu'il y a un vrai sujet organisation de l'État. Je crois qu'il y a un vrai sujet qui touche l'Alsace, et qui touche également l'Auvergne, l'organisation du Pays de la Loire, tout ce que vous voulez. Et ce faisant, il faut qu'on pose cette question. Il ne faut pas qu'on la pose en alsacien, il ne faut pas qu'on la pose en auvergnat, il faut qu'on la pose en français, qui vont repenser l'organisation territoriale pour que l'Alsace existe, pour que l'Auvergne existe, et pour que pendant 200 ans, on ait vraiment une organisation territoriale qui tienne la route. Voilà. Merci messieurs. À présent, nous allons entamer la dernière partie de cette conférence, les questions du public. Donc si des personnes dans la salle sont intéressées à poser des questions à l'un des intervenants ou aux deux, nous allons peut-être faire circuler un micro. Nous allons peut-être prendre plusieurs questions à la fois. Première question, sortir l'Alsace du Grand Est, pourquoi? Pour un potentat de plus c'est une question. Pour un potentat de plus, je ne vais pas dire des petits duchés, mais des petites baronnies, ça ne me semble pas très utile. Deuxièmement, dans un pays qui a autant de déficits que le nôtre, est-il judicieux d'engager encore des coûts pour cela? Troisièmement, est-ce que le fait qu'on ne parvienne pas à faire passer certaines choses de l'Alsace est peut-être dû, ce n'est pas contre vous particulièrement, c'est une observation générale, à un personnel politique en Alsace très peu représentatif au plan national, alors que dans d'autres régions, je prends une région que je connais très bien, Bordeaux, en 70 ans, Bordeaux n'a eu que 2 maires, les 2 ont été premiers ministres, et les 2, au moins le premier, je suis plus réservé sur le second, avait la dimension pour arriver à l'Élysée. Le débat qui est favorable à un renforcement du pouvoir fiscal de certaines collectivités territoriales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous penseriez que ce serait bénéfique pour le cas de l'Alsace? Des questions pour M. Dury et M. Morel. Alors, la première question est pour M. Dury. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème est la décentralisation dans les mesures? Parce que si je m'appuie sur les travaux de Maurice Henriot, il disait que la décentralisation est une manière d'être de l'État. Et il y a 2 jours, à l'événement de la période de l'État, l'ancien Premier ministre opinait avec véhémence que voilà, la France reste un État central. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je suis en train de lire les revendications alsaciennes, j'ai eu une discussion avec le président de l'Institut du droit local, j'ai l'impression que l'Alsace c'est plutôt une question d'autonomie locale qui est de la décentralisation. Et le professeur Jean-Marie Pontier à Marseille explique par exemple que la décentralisation s'oppose à l'autonomie locale. Parce que l'autonomie locale, on va chercher du bas vers le haut, dans la décentralisation, on va du haut vers le bas. Et pour M. Morel, ma question était de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que les revendications alsaciennes révèlent à l'expression que vous employez dans votre ouvrage l'éco-régionalisme? Tout simplement, pourquoi? Parce que dans certaines parties, vous l'opposez au principe d'unité et d'indivisibilité de la République. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la problématique alsacienne peut parfois, sur certains sujets, renvoyer à l'éco-régionalisme que vous employez dans votre ouvrage La France en ministre?
Juste une petite question alors, j'aimerais qu'elle soit je la veux objective, parce que alors moi je ne suis pas alsacienne et j'ai entendu les tensions qu'il y avait dans la salle et je la voudrais objective. Benjamin Morel, vous avez mis en évidence les risques de course à l'échelle, comme vous l'avez rappelé, et M. Guéry, vous n'avez pas tellement répondu à comment on répond à ces risques. Vous avez parlé de mettre des préalables et de mettre des conditions qui permettraient à certaines régions de aussi demander un statut de collectivité à statut particulier. Et selon vous, quelles seraient ces conditions objectives sur lesquelles pourrait s'appuyer cette revendication? Vous avez parlé du fait que vous ne vouliez pas vous inscrire dans une revendication qui est simplement identitaire. Et donc, quels seraient vraiment concrètement les préalables pour qu'une région française demande une collectivité à statut particulier? Merci. Monsieur, d'abord, sur plusieurs points, je ne polémiquerai pas sur le concordage. J'ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'on a besoin notre société a besoin de cohésion. Et je pense que le lien entre les confessions a du sens à mes yeux pour à la fois auprès des jeunes, pour qu'ils comprennent les différentes sensibilités religieuses, pour qu'ils les apprennent et qu'ils les découvrent, et ensuite pour qu'il y ait un respect entre les religions. Voilà. Ça c'est ma vision, mais je comprends qu'on ne la partage pas. Mais vous avez parlé de la place des élus alsaciens en national, vous avez raison. Il y a eu quelques élus alsaciens, Finin, Zeller, Daniel Lefebvre, André Borde, qui ont eu une présence nationale, une légitimité nationale assez forte, et sans doute que nous n'avons pas été assez forts à Paris, parce que si on avait été assez fort à Paris, comme ça a été le cas en Bretagne avec M. Le Drian, il n'y aurait pas eu de transformation de la région Alsace en région Grand Est. Je pense qu'effectivement, sur ce point, nous sommes en accord. Sur les finances, au contraire de ce que vous avez dit, c'est la possibilité de faire des grandes économies, largement. Une trentaine de millions, moi j'ai fait le calcul, c'est plus d'une trentaine de millions par an de dépenses qui aujourd'hui ne servent à rien. On pourrait éliminer toutes les dépenses aujourd'hui pour faire région Grand Est. Créer une identité artificielle. On met des moyens colossaux. Regardez les pages dans les DNA, elles se succèdent les unes après les autres, où on essaie d'expliquer que cette région a du sens. Donc on est obligé de justifier qu'elle a du sens. Donc là, il y a déjà cette dépense-là. La première dépense. Ensuite, les distances. Les distances. Aujourd'hui, on est à 2 fois la Belgique, la taille de cette grande région. Donc, pour aujourd'hui suivre l'action de l'ensemble de ce périmètre, que ce soit les agents de la collectivité Grand Est et les élus sont amenés à de grands déplacements, je vous invite à regarder le nombre de chambres d'hôtel qu'ils doivent réserver pour leurs réunions. Puis ils vont dans des hôtels qui ne sont pas toujours les hôtels les moins chers du territoire. Et là aussi, on est sur une dépense supplémentaire. Donc, dépenses énergétiques. À un moment où on dit qu'il faut qu'on limite les déplacements, ben là, on est sur des déplacements intempestifs. On est sur un périmètre où il n'y a pas de volonté d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il faut être très clair. Aujourd'hui, ceux qui défendent le périmètre Grand Est, aujourd'hui, défendent surtout des intérêts personnels et des financements qui vont leur permettre de financer leurs projets. Quand je vois aujourd'hui qu'au contrat par État-région, il y a 13 millions qui est inscrit pour les routes alsaciennes versus 140 millions pour les routes Lorraine. Je suis très heureux pour les routes Lorraine, mais ce n'est pas juste par rapport à là. C'est aujourd'hui, c'est l'aspect financier pour les autres territoires qui motive uniquement leur sentiment d'appartenance. Quand j'ai échangé avec le maire de Troyes, il ne s'est pas battu pour faire une liaison ferroviaire entre Troyes et Strasbourg ou Troyes et Mulhouse. Il s'est battu pour faire une liaison ferroviaire avec l'argent des Alsaciens pour financer le Troyes-Paris, le réseau ferroviaire Troyes-Paris, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence du territoire. Et donc aujourd'hui ça coûte plus cher, ça complique, ça éloigne les décisions des habitants. On est dans une démarche complètement technocratique. Comment voulez-vous que le président, moi je ne sais pas comment fait le président de région, il est président des maires de son département, il est président de son interco, il est président de la FIT, il est président de région. Moi, je suis juste président de la collectivité européenne d'Alsace et j'arrive pas à suivre tout ce que je voudrais faire.
et je travaille 80 heures par semaine. Donc moi, je ne sais pas comment il fait, mais forcément, on est dans une organisation qui est complètement technocratique, où finalement, c'est le directeur général des services qui décide de l'action sur le territoire. Moi, franchement, ce n'est pas ma vision aujourd'hui de la façon dont on doit mener l'action publique. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, c'est une trentaine de millions qui pourraient largement être économisés entre les enchevêtrements des compétences, entre les déplacements, entre les dépenses de communication colossales qui sont faites. Eh bien, cet argent-là serait gagné, c'est autant d'argent qu'on pourrait économiser pour réduire la dette de notre pays et qu'on pourrait, je l'ai proposé, j'ai écrit à Michel Barnier, je lui ai dit, écoutez, faisons l'Alsace, je m'engage à ce qu'on puisse réduire de 30 millions la dépense publique. Et puis on gagne en efficacité de l'action publique, puisqu'on aborde à 360 degrés les politiques publiques, on ne s'attaque pas seulement aux conséquences, on s'attaque aux causes, je le disais tout à l'heure, sur le RSA, c'est un exemple. Donc pour moi, voilà, il y a pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut sortir de ce périmètre qui n'a pas de sens et qui coûte plus cher. Sur la suite, peut-être, je donne la parole, je rebondirai aussi. Non, alors, peut-être une petite différence là-dessus, c'est-à-dire que je ne suis pas certain, entre guillemets, que, en tout cas, si on transforme le fonctionnement territorial, il ne faut pas le faire pour de mauvaises raisons. Et les économies de fonctionnement, je trouve que ce n'est pas forcément une très bonne raison d'abord, parce que ça ne marche jamais. Ou en tout cas, ça marche 20 ans plus tard. Parce que vous avez une restructuration qui, de toute façon, en règle générale, coûte cher. Et ensuite, j'allais faire plaisir, je ne pouvais pas le dire, moi je vais le dire, je pense que les élus méritent d'être payés et que les structures, qu'elles soient décentralisées ou centralisées, méritent qu'on y consacre de l'argent. C'est-à-dire que les pays où il n'y a pas de décentralisation, pas de parlement et juste un caudillo, en fait, les structures de l'État coûtent beaucoup plus cher parce qu'il y a la corruption. Et donc, ce faisant, les structures publiques méritent des subventions pour fonctionner bien et les élus méritent d'être rétribués parce que être un élu, c'est compliqué et que c'est un grand engagement et que c'est vraiment difficile. Donc, et souvent, aujourd'hui, les meilleurs n'ont plus envie d'être élus. Et donc, je crois qu'il ne faut pas là-dessus sombrer dans un discours un peu populiste. Il faut remercier nos élus. Sur le pouvoir fiscal, ce qui a été évoqué, alors, vous savez, la décentralisation fiscale, pour le coup, c'est une spécificité française. Ça existe assez peu à l'étranger. Le degré de décentralisation n'est pas lié à la capacité des collectivités à prélever les impôts. En règle générale, c'est plutôt d'ailleurs uniquement l'État central qui prélève les impôts. Y compris les États fédéraux très décentralisés. Et c'est très important en France parce que, comme on l'a dit, en France, le fondement de la décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Je lève l'impôt, j'augmente l'impôt, enfin je lève l'impôt, en tout cas, je peux augmenter mon taux, et en augmentant mon taux, j'augmente mes ressources. En augmentant mes ressources, j'augmente ma capacité d'agir. Si jamais je dis j'augmente ma taxe d'habitation, parce que je veux rénover, par exemple, le jardin d'enfants dans lequel jouent les enfants, je vois le taux augmenter, je vois ça sur ma feuille d'impôt, et je vois ensuite le jardin d'enfants être rénové. Et ça, c'est au fondement même, historiquement, du rapport au consentement à l'impôt. Quand Verdier dit la commune et la petite république dans la grande, il dit ça. Si je comprends ça au niveau local, je comprends que si demain la TVA augmente et qu'il y a un nouveau porte-avions, il y a un lien entre les deux. Si je comprends ça au niveau local, je peux le projeter au niveau national et j'ancre ainsi la démocratie. Ce modèle-là, en tuant les taxes locales, on l'a également tué. Mais je n'ai pas forcément le temps de répondre sur tout, mais j'ai bien conscience que c'est compliqué les impôts locaux. Ça crée beaucoup d'inégalités. Et il faut arriver à les compenser. C'est objectivement un peu la quadrature du cercle. C'est par hasard si on a des vraies difficultés à avancer sur ces dossiers-là. Néanmoins, pour moi, ce n'est pas forcément économiquement nécessaire. C'est d'abord démocratiquement nécessaire. Et donc il faut arriver à le penser. Sur l'ethno-régionalisme, c'est un tout autre sujet, par rapport au pouvoir fiscal, j'entends, comme il y a un ethno-régionalisme en Corse, au Pays Basque, etc. Mais pour répondre un peu plus précisément à votre question, il faut définir l'ethno-régionalisme. L'ethno-régionalisme, ce n'est pas les petites patries, ce n'est pas les identités locales. Elles ont évidemment le droit d'exister et on a le devoir de les protéger. Ce n'est pas non plus la décentralisation, démocratisation des politiques locales. L'ethno-régionalisme, c'est une idéologie qui instrumentalise ces petites patries. Quand on débattait ensemble sur Public Sénat, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur le Président, il y avait un reportage sur la ville de Vitré, en Bretagne.
frontière de la Bretagne, en fait frontière de l'Anjou. On n'a jamais parlé breton à Vitré. Même au Moyen-Âge, on n'a jamais parlé breton à Vitré. La mère était extrêmement fière de montrer qu'à Vitré, on double signalisait en breton, parce qu'ici c'était la Bretagne. Il n'y a pas de bretonnant perdu à Vitré qui se dirait « mais où est-ce que je suis? J'ai pas de panneau en breton ». Non, c'est une démarche idéologique portée par des associations qui vont réclamer et qui vont demander que, eh bien, si c'est breton, on parle breton. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez suivi l'après de notre débat, Monsieur le Président, mais on a eu ensuite une association de défense de Gallo. Parce qu'en fait, on parlait une langue régionale à Vitré, ça s'appelait Gallo. Une association de défense de Gallo qui a démonté, c'est pas moi qui le là, qui a démonté les panneaux en disant, en fait, ici, vous êtes en train de tuer une langue régionale. La vraie langue régionale, c'est le Gallo. Et là, vous financez 25 fois plus le breton en Bretagne que vous financez le Gallo, et vous double signalisez, alors vous devriez double signaliser en breton, en Gallo, vous double signalisez en breton, et donc vous participez à tuer une langue régionale au nom d'idéologie. Et c'est ça le danger, si vous voulez. C'est l'idéologisation de ces petites patries, l'idéologisation de ces cultures locales, leur instrumentalisation à des fins politiques, parce qu'ensuite, évidemment, au nom de cette identité singulière de la Bretagne, on va réclamer l'autonomie ou l'indépendance. Et donc, je pense que les cultures locales méritent bien plus que leur instrumentalisation idéologique. Et là-dessus, l'exemple de Vitré est, je trouve, assez caractéristique. Merci, messieurs. Monsieur Bierry, Monsieur Morel, je suis ici, Monsieur Atzenhofer, au nom de la Fabrique de l'État, de l'hémicycle étudiant et du laboratoire de la République. Merci pour tout. Vous pouvez suivre l'actualité de nos associations sur nos sites internet éponymes, mais aussi sur Instagram et LinkedIn. Et nous vous invitons maintenant à échanger tous ensemble autour d'un verre de l'amitié. Merci.